dans le chemin que tu choisis, tu vas retrouver petit à petit ta vraie nature, c'est-à-dire, on parle de Reshimot, c'est les mémoires, en fait, du fait qu'on était une seule âme, en fait, avant. Cette mémoire existait et tu remontes les mondes et tu vas trouver, d'ailleurs, en similarité complète avec les autres traditions, hein, tu vois, quand tu vas passer, par exemple, si tu arrives à une étape, il y a une étape qui s'appelle Malchut de Hatzilut, qui correspond au Samadhi des hindous, qui correspond à d'autres termes chez les soufis ou chez les bouddhistes, tu vois, j'aurais pas les termes tout de suite. Mais donc on trace un chemin pour arriver à des états d'éveil qui sont connus par d'autres cultures. C'est juste que la Kabbale est une voie très mathématique, complète. Moi, je l'ai préférée parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de trou dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où il y a un trou où on ne sait pas trop comment passer de là à là. L'échelle, elle est complète, elle est facilement, enfin, c'est facile de la suivre. Donc, ouais. Non, vas-y, pardon, je voulais surtout pas te couper. Non, non, mais j'allais dire, je vais pas en dire trop, mais donc ça tombe très bien. Oui. Bah, parce que là, moi, ce que je trouve absolument génial, c'est que du coup, je pense que tu résous la question, je pense, de Sol par rapport à ce parallèle et enfin, le lien qu'on peut faire avec l'arbre séphirotique dans ta tradition et la maçonnerie, parce qu'en fait, je crois que tu l'as très bien décrit et c'est ça que je crois que j'essayais de dire, mais tu l'as mieux fait. C'est le fait que l'arbre séphirotique, euh, dans sa représentation, alors tu as utilisé le mot de fractal, moi j'utiliserais peut-être en tant que maçon le mot de plan. Mhm, Donc en fait, on utilise en maçonnerie l'arbre séphirotique comme un moyen de pouvoir parler en archétype de l'évolution de la conscience humaine. mhm, Ce mhm, que mhm. finalement font toutes les traditions. Ouais. Le yoga de la Kundalini va faire exactement la même chose avec les chakras. C'est Jung qui, du coup, l'a très bien expliqué, qu'on peut comprendre le système de chakras, qu'on peut comprendre le système de l'arbre séphirotique, exactement comme ça, c'est-à-dire des traditions, des schémas systémiques, holistiques, complets, qui, dans des traditions pourtant incroyablement différentes, répondent à exactement la même question humaine. C'est-à-dire, Mhm. qu'est-ce qu'on va faire d'un monde imparfait et d'un moi inachevé à partir du moment où je prends conscience que je peux faire quelque chose? Et c'est ça que je trouve absolument génial, c'est la façon dont on peut justement se réapproprier de façon symbolique ces objets de ces différentes traditions, ces différents mythes utilisés dans ces différentes traditions, pour adresser cette exacte même question qui finalement est le fil rouge, je crois, de toutes les traditions. Et ce qu'on va appeler Ein Sof, grand architecte de l'univers, source de la lumière, tout ça, ça n'est que pour décrire justement cet absolu vers lequel on cherche à tendre. On ne l'atteindra jamais, mais un maçon, un kabbaliste, un opératif de métier, finalement, chacun à leur façon, cherche à répondre à exactement cette même question en s'appropriant la progression spirituelle, chacun dans leur tradition. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule montagne. Au sommet, il y aurait cet Ein Sof, divin, absolu, mettez le mot que vous voulez, on s'en fout, c'est juste un concept. Il y en a un qui prend le versant de cette montagne, il y en a un qui prend le versant sud, c'est la Kabbale. Il y en a un qui va prendre le versant nord, c'est les opératifs qui vont allier la main et l'esprit dans l'exercice du métier. Et tu as les maçons spéculatifs qui vont prendre la voie de l'ouest, on s'en fout, mais encore, in fine, tout ça tendant vers exactement le même sommet. Oui, il y a un tas de chemins pour emmener au même endroit. Après, c'est pour ça que il y a un tas de parce on est différents, on est tous différents, on a tous une approche et une vision du monde qui est différente. Donc forcément, on va pas se sentir bien dans les mêmes
dans les mêmes disciplines. Et comme les choses sont bien faites, et ben, il faut que dans chaque discipline, chacun puisse trouver sa route. Moi, pour vous donner l'exemple, parce qu'on a parlé de vous, mais on n'a pas parlé de moi. Moi, comment j'en suis venu à m'intéresser à tout ça? C'est justement parce que il y a 5 ans de ça, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux textes religieux différents, hein, que ce soit la Bible, je me suis intéressé au Coran, je me suis intéressé un peu à tout ce qui était texte juif, le Zohar, le Sefer Yetzira, tout ça. Et j'essayais de chercher et j'ai même été dans la mythologie grecque et tout ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de trouver les analogies, trouver quelle était la trame générale à tout ça. Et bah, encore plus aujourd'hui en discutant avec vous, mais déjà moi, en ayant cherché de mon côté, je n'y voyais que des analogies, que des choses qui étaient les mêmes, sous des noms différents, des formes un peu différentes, mais qui renvoyaient exactement à la même chose. Et que peu importe, comme je dirais, je prendrais, peu importe le contenant, pourvu qu'il y ait l'ivresse. C'est ça qu'on dit? Ouais, peu importe le flacon pour qu'on voilà. Mais, au final, c'est pas important que ce soit de la cabale ou être un bon chrétien ou je ne sais quoi. Ce qui est important, c'est ce que ça va faire chez toi et ce que ça va t'amener. Si ça t'amène vers des bonnes choses et que ça t'amène dans le bien et que ça rectifie entre guillemets, bah, très bien. Par contre, si ça vient à t'emmener vers quelque chose de moins bon et que tu vois que tu te dégrades, bon là, voilà. Mais moi, ce qui m'a intéressé vraiment, et c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter, c'était qu'on voie un peu ce qui se ressemblait là-dedans. Et tu viens de le dire, de toute façon, au final, on en vient à la même recherche, la recherche oui, de se rapprocher de quelque chose de mieux, d'être un meilleur homme, entre guillemets. En tout cas, je pense que c'est ça, là. Et je pense que c'est le but d'une vie. Longtemps, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est quoi le but de la vie? Est-ce que c'est réellement juste travailler, manger, dormir? Est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose au-delà de ça? Et je pense que c'est vraiment le développement de soi-même et devenir quelqu'un de meilleur pour pouvoir, par la suite, le transférer à sa progéniture ou autre pour qu'eux soient encore meilleurs et ainsi de suite. Et peut-être avec le temps, on en viendra au monde de bisounours que tu nous parlais tout à l'heure, le yo, tu vois. Donc, Mais pourquoi, du coup, je m'interroge, pourquoi est-ce qu'en fait, on n'est finalement pas si nombreux, à comprendre l'importance et la valeur d'un travail initiatique, parce qu'en réalité, je sais pas, je veux pas être condescendance, je détesterais ça, mais j'ai l'impression, et dites-moi ce que vous en pensez, que malgré tout, le monde persiste dans sa façon de ne pas se remettre en question. Je vois comment les gens récupèrent les carcans sociaux, religieux, sociétaux de leur environnement et les réappliquent sans jamais les réinterroger. Pourquoi est-ce que du coup, nous, on trouve une valeur à se faire ce travail-là? Est-ce qu'en fait, ça sert strictement à rien et on est juste dans un délire mental et on ne fera pas avancer les choses d'un iota? Et si c'est pas le cas et si ça a bien une valeur, est-ce que ça a un intérêt de persister quand on sait très bien qu'on ne peut pas convaincre et on ne peut pas comprendre à la place de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que si ça ne vient pas profondément de quelque chose d'intérieur, il n'y a rien à faire. On ne les convaincra pas, quelle que soit la solution qu'ils pourraient choisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfois, moi, qu'on doit pas les je me convaincre. demande si je ne perds pas mon temps. Hein. Je pense qu'on doit pas les convaincre. Je dirais, quand je prends la question, hein, tout le problème est un problème de perception. En fait, la seule chose qu'on doit changer, c'est nos perceptions. Il n'y a rien à changer en dehors de ça. Le monde est comme déjà parfait. C'est comme un peu, il y a une image que j'aime bien, comme si Dieu, il a fait une partie multijoueur et il s'est incarné dans chacun des joueurs. Donc chacun des joueurs dans sa partie, il y a que lui qui joue. Et le reste, c'est automatique.
il doit se rendre compte que ce reste qui est automatique, c'est parfait, en fait. C'est très, très bien huilé. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais il y a des guerres, des problèmes et tout ça. Ouais, mais c'est comme prendre un fruit qui est pas mûr et le manger et dire qu'il est pas bon. Les choses mûrissent, en fait. Elles se retournent avec le temps. Enfin, les choses changent, en tout cas. Nous, ce qu'on doit faire, en tout cas, moi, je pense, en tant que opératif de notre méthode, c'est nous changer nous-mêmes. Je dois arriver dans ma perception à voir Dieu, vu qu'il est partout, comment il agit et comment il agit bien, en vrai. Et à chaque fois que je me plains, c'est comme si ma perception à moi, elle est cassée. C'est une clipa. Une clipa, elle va me dire, ah non, protège-toi parce que là, il y a un problème. Donc, tout mon travail, il est uniquement envers moi-même. Je vais faire la leçon qu'à moi-même. Je vais faire des plans de travail pour moi-même. Je vais essayer d'aider les autres joueurs dans la mesure où ça les intéresse. Jamais sans leur autorisation. Je vais surtout pas aller aider quelqu'un en me disant, ah, je pense, moi, que dans sa vie, ce serait mieux qu'il fasse comme moi, je pense. Ce serait une catastrophe. Je prendrais son karma pour moi, d'ailleurs. Donc, je vais être vraiment focalisé sur l'avancement de la correction de mes récipients à moi. Et en corrigeant mes récipients, je vais me rendre compte qu'en réalité, ah, mais tout était déjà bien fait. Et la seule chose que j'avais à corriger, c'est justement cette âme brisée qui est à l'intérieur de moi. Et en faisant ça, je fais un travail fractal, c'est-à-dire, si je le répare dans moi, ça le répare partout autour. Alors d'arriver à se dire que du jour au lendemain, on va voir que le monde est parfait, ça paraît un petit peu vertigineux. Mais Oui, pourtant, c'est ça la promesse. C'est ça le but du jeu. C'est d'arriver à une correction tellement profonde de mes propres récipients que j'arrive à voir que l'humanité, c'est un arbre en train de mûrir. Et j'arrive à voir à quelle phase de maturité il est. Et je vois que tout va bien, en fait. Et en fait, et je dirais, excuse-moi, et je dirais Ouais, pour vas-y. compléter ce que tu dis, je dirais, moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'on ne doit pas essayer de faire comprendre aux gens, d'où l'allégorie de la caverne de Platon, qui dit Ouais. que une fois que tu sors de la caverne, c'est inutile de retourner à l'intérieur et dire aux autos, les gars, il y a quelque chose à l'extérieur, parce qu'ils Ah, ouais, ouais. ils vont te tuer. C'est une image, mais ils ont pas, ils doivent vivre leur expérience. Et je pense Mhm. que, justement, comme il disait, en te changeant toi-même, tu vas changer ton prisme et ta façon de regarder les choses, et tu vas te Mhm. rendre compte qu'en fait, les choses sont telles qu'elles sont parce qu'elles doivent être telles qu'elles sont. Mhm. Voilà. Ouais. Je pense que rien n'arrive sans raison. Les choses doivent se passer parce qu'elles doivent se passer. Et que ce qui nous pense semble mauvais, c'est subjectif. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce qui me semble mauvais à moi, peut-être que je le verrais d'un autre prisme. Je me dirais, mais en fait, non, c'est bon pour la planète, pour la France, pour le monde, pour. Tu vois, mais parce qu'on n'a pas tu vois, cette vision sur. En se disant, peut-être cette chose-là, en fait, elle va amener tout plein de conséquences qui vont faire qu'au final, ça aurait été bien que cette chose-là se fasse. Tu vois? Mhm. Et on le fait quand on fait une introspection sur sa vie. Moi, je l'ai souvent fait quand je réfléchissais à des situations, par exemple, que j'ai connues dans ma vie qui n'étaient pas faciles. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais heureusement qu'elles sont arrivées, ces situations. Parce que sinon, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je serais peut-être autre part, en train de faire totalement autre chose. Donc, Mhm. ces choses-là devaient arriver parce qu'elles devaient arriver. Rien n'arrive sans raison. Tout n'est que cause et effet. Et voilà. Et je pense qu'on convaincra personne. Parce que tu peux pas convaincre les gens qui sont qui n'ont pas envie voilà, t'écouter. Tu peux juste, toi, te changer toi. Et peut-être que si tu te changes toi, ben, par effet de mode, entre guillemets, ben, les gens vont se dire, tiens, lui, il est plus comme avant, depuis qu'il fait ça, ben, peut-être Mhm. je vais faire comme lui. Et puis, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ah, ouais. Voilà. C'était ma petite parenthèse. Je vous laisse réagir, les amis. Moi, je veux juste réagir. Alors, Il y a moi, quelqu'un qui a dit j'ai- en 2 secondes, juste parce que c'est exactement ce que je voulais éviter. Quelqu'un qui réagissait, là, je vois dans le live, dans le chat, qui disait ça y est, on y arrive. Les autres, c'est mauvais et nous, on est l'élite. Non, c'est C'est bien exactement ce que je ne compris. voulais pas dire. Un tel travail, comme Sol vient de le résumer, n'est en rien, mais alors en rien, la garantie qu'on devient meilleur, supérieur ou quoi que ce soit. Je veux dire, si un maçon, une maçonne, un kabbaliste, prenez la tradition que vous voulez, arrive à cette conclusion, mais c'est qu'il a rien compris de ce que la tradition était en train d'essayer de lui expliquer. Mais alors rien. En revanche,
Pourquoi du coup on le fait quand même? Parce Ouais, que moi, personnellement, je me sens pas faire partie d'une élite, donc tout va bien, tu oui, vois. non, moi non plus. Moi Mais si, en mais revanche, c'est l'élite de Rosé. Ouais. mais en Ouais, revanche, c'est une blague très maçon. Hein. Ouais. Oui, vas-y, oui, excuse-moi. Vas-y. surtout la vérité est dans le vin, n'est-ce pas? Donc on va chercher le grand architecte de Ouais, voilà. l'univers dans tous les fonds de bouteilles. Donc on lâchera pas la caisse tant qu'on l'a La, pas trouvé. la div bouteille, ouais. Ah, on descendra toutes les bouteilles s'il faut. Moi, tant que j'ai pas trouvé le gars de lui, je lâche pas. Moi, je lève le coude. Mais non, mais blague à part, ce que je voulais simplement préciser, c'est que l'intérêt de faire ce travail, c'est justement que il permet de prendre conscience. C'est pas on devient subitement meilleur ou une élite. C'est on prend conscience par ce travail d'à quel point il y a encore beaucoup de route à faire. C'est-à-dire que ce travail n'est qu'un travail en humilité dans la façon dont justement on se rend compte de notre ignorance et de ce qui nous, de la distance qu'on a par rapport à ce principe ou à ces idéaux qu'on va définir. Appelez-le vertu, appelez-le Salomon, incarnation symbolique de la sagesse, appelez-le vertu divine, qu'importe. Mais voilà, c'est une prise de conscience de ce qui nous sépare. C'est pas du tout quelque chose qui vient nous distinguer autrement que par ça. Voilà. Ouais, et puis même bien au Non, contraire. Pardon, vas-y. Excuse-moi. Vas-y. Moi, je reviens sur ce que nous posait comme question Lectus. C'est pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont voir et d'autres pas. Eh ben, alors, je sais pas si vous connaissez le grand, moi, un homme que j'aime beaucoup qui s'appelait Hubert Reeves et qui était, il était astrophysicien, vulgarisateur scientifique, écolo et tout ce qu'on veut. Il était un Québécois. Et un jour, on lui pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui voient et d'autres qui ne voient pas? Et là, c'est simple. Ça s'appelle le PFH. Je ne sais pas si vous connaissez le PFH. En fait, le PFH, c'est quelque chose d'immesurable. Ça, c'est le putain de facteur humain. C'est tout. Ça veut dire qu'à un moment, ce putain de facteur humain, eh ben, t'en as un qui vont avoir le déclic et d'autres qui vont pas l'avoir. Et ça, t'auras beau le dire, redire et l'exprimer, si la personne en face ne veut pas l'entendre, elle l'entendra pas. Et très rapidement, eh bien, elle dira, ah, ces gens-là, c'est l'élite. Non, on n'est pas une élite, on a juste bossé. Et toi, je suis désolé, tu as un poil dans la main. Et donc, tu choisis. Soit tu bosses. Nous, on est dans le bâtiment, on est très cash. Hein, dans les métiers opératifs, on est cash. Donc, je dis, oui, je suis désolé. Tu penses qu'on est pédant parce qu'on se prend pour l'élite. Non, on n'est pas une élite, ça c'est faux. Mais par contre, on a bossé. Et on bosse pas 5 minutes ou 10 minutes. Nous, c'est 30 ans de travail. Le frère maçon, il me disait, lui, c'était 15 ans qu'il est en maçonnerie. Notre frère cabaliste, lui, je sais plus si c'est 15-20 ans, pareil. Donc, ça veut dire que derrière, il y a un boulot. Sur le Big Two, c'est pareil, il y a un boulot. Ça s'est pas fait en 5 minutes. Et c'est ce boulot-là, ce travail permanent, cette recherche permanente qui en fait nous fait avancer. Et effectivement, par rapport à quelqu'un qui lui ne cherche pas, évidemment, on va apparaître sûrement un peu comme une élite. Et comme disait je ne sais plus qui, j'arrête de discuter avec quelqu'un qui a une télévision plus grande que sa bibliothèque. Voilà. Et ça veut dire qu'à un moment, même si dès que tu dis ça, on vient te traiter d'élitiste. Oui, mais c'est la réalité à un moment. Quoi. Je veux dire, à un moment, je pense que nous quatre, on s'est plongé dans les bouquins, on a eu des bouquins, on a passé des heures, on a passé du temps, on a écouté des dizaines et des dizaines des centaines de vidéos. Enfin voilà, je veux dire que derrière, il y a du taf. Et c'est ça, moi, pour rejoindre ce que tu dis, moi, je dis quand même que moi, je l'ai toujours pris comme ça. Si tu veux être meilleur que les autres, il faut que tu en fasses plus que les autres.
Sinon, tu seras bien comme sûr. les autres. Mais seras- le but, Ah ça oui, ne peut pas être la c'est- motivation seule. La motivation d'une voie initiatique ne peut, le moteur de ça ne peut jamais être de façon pérenne, je pense que tu seras d'accord, la motivation d'être meilleur que les autres. Non, Ouais. moi, Voilà. je te dis pas que, mais quand il me parle d'élite, Oui, oui, moi, mais moi, moi, si tu veux, j'ai rien contre les élites de ce monde, tu vois. Parce que les élites de ce monde, si on parle de grandes fortunes de ce monde, des grandes fortunes de ce monde, elles se sont bougées le fiac pour avoir ce qu'elles ont. Parce que mine de rien, t'as beau gagner de l'argent, si tu sais pas le faire pérenniser, tu peux vite le claquer et oh, très mais très vite. Donc, l'élite, c'est même pas forcément voilà. peut-être un rapport à l'argent, tu vois, c'est n'importe quelle forme d'accumulation de pouvoir ou de savoir. Mais c'est quelque chose qu'on a profondément oublié, en fait, même dans nos démocraties modernes. Et c'est parce que il y a une idée, je vais pas me faire des amis en disant ça, hein, mais alors ce que je dis n'engage que moi-même, mais il y a pour moi une forme de dévoiement de l'idée d'égalité dans nos démocraties, qui laisse entendre, qui confond en fait égalité avec de l'égalitarisme. Et Exactement. chose qui, pour moi, est un vice dans la pomme, un ver dans la pomme qui du coup vise tout la pensée, c'est d'imaginer, parce qu'on va venir nous reprocher, bah oui, mais du coup, si vous êtes aussi humaniste ou machin, pourquoi est-ce que vous êtes secret ou vous n'acceptez pas tout le monde? Mais ça n'a jamais été ça le sujet. Bien sûr qu'on accepte tout le monde, c'est juste que tout le monde n'a pas vocation à vouloir faire ce travail. C'est-à-dire on n'a jamais la franc-maçonnerie ou Sam est aussi un bel exemple de kabbaliste qui du coup nous a décrit comment les bras lui ont été ouverts alors qu'il n'est pas juif. Voilà, en maçonnerie c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait on n'a même pas besoin d'avoir de parrain pour rentrer en maçonnerie. Mais les gens ne veulent pas le Non. comprendre. Ils se Voilà, c'est ça. voilà, ils se contrefoutent de la vérité parce qu'en fait, ils ne voudront pas remettre en question le, 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 le simplisme, le manichéisme avec lequel ils se font une représentation des choses. Et ils vont préférer garder les jolis boucs émissaires. Franchement, c'est vrai que les francs-macs, pour ça, c'est quand même que Ben, des c'est aussi pour ça que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure où les gens, tu disais, est-ce qu'on peut convaincre les gens ou je ne sais pas quoi. Non. Les gens sont avec des préconçus et ils n'ont pas envie de revenir sur leurs préconçus parce que tu comprends, c'est plus facile de dire que ta vie, si c'est de la merde, c'est de la faute de la franc-maçonnerie, c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de cela, que de te dire à un moment de faire une introspection sur toi-même et te dire putain, si je suis là sur mon cul, sur ma chaise toute la journée à rien branler de la journée, c'est parce que je le veux bien. C'est pas parce que les autres font en sorte que ma vie ça soit dur, c'est parce que moi je fais en sorte de pas me prendre en main, tu vois. Et beaucoup de gens ne veulent pas le faire ça parce que c'est plus facile de remettre la faute sur l'autre que de se dire que la faute. Moi, je pars du principe que tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, à part quand j'étais vraiment jeune et que je ne décidais de rien, mais à partir de mes 18 ans, quand j'ai commencé à avoir ma vie de tous les jours, tout ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé parce que je l'ai voulu. Même les mauvais moments. C'est parce qu'il y a des moments où j'ai rien branlé, où j'ai, tu vois, et j'ai connu ces galères-là. Je les regrette pas parce que ces galères-là, justement, m'ont appris à éviter ces moments d'oisiveté et tu vois. Mais si tu fais pas un moment, un boulot sur toi-même et de là peut-être rentrer des fois dans des chemins initiatiques pour réussir à comprendre qu'en fait le problème c'est toi. Quand on dit, bah justement, tu le disais, Vitriol tout à l'heure, visite l'intérieur de la Terre et c'est visite l'intérieur de toi-même. Connais tes peurs, tes défauts, tes qualités, comment tu réagis à telle ou telle situation. Et là, tu deviendras quelqu'un de meilleur. C'est pas en rejetant la faute sur l'autre ou en voyant les défauts de l'autre, c'est tout. C'est facile, ça, de marquer les défauts sur l'autre, c'est tout. Mais de se les marquer à soi-même et se dire, j'ai tel défaut, j'ai tel truc, je suis comme ça c'est pas bien, faut que je travaille sur moi. Ça, c'est beaucoup plus dur. Et je pense que beaucoup n'évoluent pas ou ne veulent pas aller dans des chemins initiatiques, tout simplement, ou ne veulent pas travailler sur eux-mêmes, simplement par fainéantise, tout simplement.
Ou parce Et que on arrive dans un monde, malheureusement, avec les réseaux sociaux, où tout n'est que fainéantise. Des vidéos courtes, voilà. Il faut pas que ça dure trop longtemps, sinon tu t'accroches pas. Je sais que, par exemple, ce live de plusieurs heures, ils seront peu ceux qui regarderont du début à la fin et qui auront vraiment tout écouté. Il y en aura qui écouteront des morceaux, puis qui tireront leurs conclusions des morceaux qu'ils vont écouter. Mais c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, j'opte pour les 1% qui regarderont la vidéo en entier et qui se réjouiront d'avoir eu un bon live comme ça, tu vois. Voilà, c'est tout. Ça rejoint la perception kabbalistique de s'occuper uniquement des choix, de ses efforts et de ce qu'on fait nous. Je vais même te dire, dans la perception kabbalistique, on n'a rien à dire aux autres. Je veux dire, s'ils arrivent à vivre leur vie d'une façon correcte, sans avoir besoin de toutes ces informations, c'est qu'ils sont plus corrigés que moi. Donc, tant mieux s'ils n'en ont pas besoin, quoi. Parce que la seule chose que moi je leur reproche, c'est à la mesure de ce que je me reproche à moi. C'est-à-dire que je projette une réalité sur eux, à savoir que l'énergie va aller là où je porte mon attention. Donc, si je commence à faire attention à tous les problèmes qu'il y a autour de moi, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'amplifier et ils vont très sûrement très vite me rejoindre. Donc, la bonne version, si ça marche comme ça, c'est plutôt de se dire que non, mais en fait, tout va bien, je suis le seul qui est pas bien réglé ici. Et plus je cherche dans ce sens-là, et plus je vais voir qu'en fait, ouais, je suis plus que mal réglé, je suis même vachement déréglé. Parce que j'ai des préjugés, parce que j'ai des défauts, parce que j'ai un tas de choses qu'on retrouve à l'intérieur de toi. L'appliquer aux autres, c'est juste impossible. Donc je suppose, enfin moi pour moi en tout cas, comme je vous ai dit, c'est comme si on avait chacun sa partie. Moi dans ma partie, en fait les autres vont très bien, hein. Même si ça a l'air, comment dire, l'arbre est en train de pousser, tous les fruits sont pas mûrs, mais l'arbre pousse, donc en fait tout va bien. Donc je vais pas changer le monde en réalité, je vais juste adresser les méthodes que j'ai trouvées à ceux qui sont dans le même cas que moi. Il y en a, je sais qu'il y a des gens qui ont fait rechercher. Donc ces gens-là, ils peuvent arriver jusqu'à moi et dire ah tiens, bah lui il a fait du boulot, on va utiliser son boulot pour avancer aussi. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Et comme je dis, moi je vois le verre peut-être plus à moitié plein qu'à moitié vide. En attendant, c'est aussi ce que j'ai envie d'alimenter et c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses tourner. Parce qu'on est on est l'air de rien. Notre cerveau c'est un ordinateur quantique à fabrication du futur, à prévision du futur, à fabrication du futur. Et malheureusement, très souvent, on utilise cette capacité pour prévoir des problèmes, alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on devrait l'utiliser. Donc j'ai cette vision. Ouais. C'est souvent ça, c'est qu'on on prévoit des situations qui sans doute ne se passeront jamais comme on les prévoit et du coup on se met des peurs et des limites sur des choses qui n'existeront sans doute jamais. Ouais, surtout en version négative. Personnellement, c'est vrai que... Pardon, vas-y. Oui, je disais que moi, petit maçon de pays, comme j'aime le dire, de 56 ans, j'aurais jamais imaginé un jour avoir une discussion avec un kabbaliste et un franc-maçon, un live à 23 heures pour parler de choses aussi complexes de la vie, où en fait on ressort qu'une seule chose, c'est le bonheur, la lumière. Voilà, c'est dans la vision dans notre vision du XXIe siècle, un type comme moi n'a même presque pas sa place à la réflexion, parce que je ne suis j'ai qu'un simple CAP, j'ai pas grand chose de diplôme. Or, on est dans une société du diplôme, et donc on se dit bah oui, lui c'est pas un intellectuel, donc il peut pas. Et là, d'un seul coup, on prouve complètement que un maçon de métier qui a un simple CAP ou je sais pas ce qu'on met les autres interlocuteurs, mais voilà, on a en fait tout ça s'explose complètement et on peut tout à fait discuter en totale symbiose, en totale réflexion. Et là, effectivement, je pense que pour certaines personnes, ça doit être justement un peu, comment dire, interlocutant, c'est ça, je sais pas si ça existe ce mot-là, mais j'invente. Interloqué. Voilà. Parce que juste, interloqué, voilà, ouf, c'est qu'il est, on a 2 heures dans les jambes, là, et plus une journée. Et là, on se dit, ouais, c'est quand même, ça, qu'est-ce qui se passe, quoi? Eh ben, on revient toujours à la même chose, c'est qu'il y a eu derrière, ce savoir, cette soif de savoir, cette soif de savoir-faire, cette soif totale d'avancer dans la vie, de grandir, oui, et puis
voilà, moi, je le dis toujours, moi, je rêve d'une société bisounours. Moi, c'est mon but absolu. Ah, mais moi, j'ai absolument, à 56 balais, je n'ai absolument pas du tout honte de dire que je veux une société de bisounours où tout le monde s'aime et on se fasse des bisous et des câlins dans l'amour et la fraternité. Moi, c'est mon rêve absolu. Le problème, je n'arrive toujours pas. Ah ben, le problème, c'est que autour de nous, il y a plein de personnes. Les gens ont peur. Les gens ont peur et donc quand les gens ont peur, tu as ce mouvement très humain et très difficilement arrêtable. Les gens, du coup, se replient dès que la peur commence à s'instiller. Tu as des replis sécuritaires, identitaires. Communautaires aussi. Voilà, que nous sommes des animaux grégaires. Voilà, et donc du coup, on revient à ce qu'on connaît déjà et on se met à exclure ce qui ne nous ressemble pas. Et du coup, le coup de canif ultime dans le contrat social, dans ce qui permet un vivre ensemble, dans ce qui permet de construire cette fraternité. L'idée même on est dans des voies initiatiques où en fait on s'appelle frères entre nous et ça peut paraître complètement surfait vu de l'extérieur. Mais quand tu vis justement la réalité de l'expérience, que ce soit une loge maçonnique, que ce soit une expérience d'opératif, de compagnon, tailleur de pierre ou de quel que soit ton corps de métier, que ça soit dans une voie traditionnelle, ésotérique, juive, chrétienne ou qu'importe. L'expérience que nous faisons de la fraternité, on n'arrivera même pas à l'expliquer. C'est-à-dire qu'on passera pour des jolis uluberlus, en fait, au mieux, et au pire, peut-être pour des petits catastrophiques. Comment dans une... Voilà, moi je vais aller très simple. Hein. Comment est-ce que chez des compagnons, des frères de métier qui ont fait notre chaîne peuvent se tenir par la main, parce qu'on a une chaîne, hein, ce qu'on appelle la chaîne, et il peut y avoir tout à fait un ouvrier et un patron de grosses boîtes ou un artisan et que tout le monde puisse s'entretenir sans se taper sur la couenne. Et je te rassure, c'est quelque chose. Oui. Je veux juste te dire, si tu es reçu, enfin j'espère, je ne peux pas parler au nom de mes frères et sœurs, mais allez, je fais un pari que si on a la chance d'avoir en présentiel, en loge, un maçon ou une maçonne opératif, mais je pense que tous les assistants, tous les frères et les sœurs seront honorés parce que c'est l'incarnation justement d'une forme, on va dire beaucoup plus complète, puisqu'il y a une poursuite dans le métier de tout l'exercice spéculatif que nous avons en commun et que tu avais bien décrit et qui rejoignait. Donc, en tout cas, sache qu'en tout cas, en franc-maçonnerie, moi, personnellement, je suis beaucoup plus inspiré et je reconnais beaucoup plus comme maître, entre guillemets, au sens, j'aurais plus de choses à apprendre d'un maçon opératif que d'un frère qui aurait un gros bagage académique et qui viendrait me faire une planche très docte, très bien écrite de 30 minutes, mais qui est resté complètement à un niveau philosophique, académique, et qui, nulle part dans sa planche, n'a été capable de me montrer qu'il était en train d'utiliser les symboles pour parler de lui et de parler de son cheminement et de se réapproprier le chemin initiatique de façon complètement intime et personnelle. Tout l'intérêt de la loge et de pourquoi on protège ce lieu de façon aussi totale, symboliquement, c'est parce que justement on se met à nu. On doit pouvoir parler avec ses tripes, on doit pouvoir parler des choses les plus intimes de nos identités, de nos peurs, et on doit pouvoir le faire dans un espace où on sait qu'on sera non seulement écouté, mieux, on sera entendu. Et c'est cette expérience-là de la fraternité, si on ne l'a pas vécue, ça n'est pas transmissible. Le vrai secret, c'est ça en fait, c'est un secret de cette expérience de la fraternité qui te permet de peut-être de pas basculer et de te maintenir en communion avec le reste de l'humanité. Oui, tout à fait. Alors, on a même ça. Oui, vas-y.
Excuse-moi. Je vous propose de repartir sur des questions pour essayer de. On a fait une petite pause là, on était en digression, mais si on repassait sur des questions un petit peu. Donc je recommence par toi, Sam. Pourquoi tu crois que la Kabbale intéresse encore aujourd'hui? Comme je dis, ça intéresse pas tout le monde, mais quand tu te poses beaucoup de questions et que tu as fait un petit peu tous les chemins et que t'as pas eu tes réponses, c'est que tu as besoin de creuser un peu plus profond. Et dans les matières qui sont creusées, la Kabbale, elle se pose quand même là, comme quelque chose de très 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 profond. Donc souvent on voit qu'il y a l'air d'avoir un manque d'accessibilité, mais c'est pas un manque d'accessibilité par distance, c'est un manque d'accessibilité par profondeur justement. Comme c'est très profond, on a tendance à dire ah ouais non mais c'est trop compliqué. Pas vrai parce que ça couvre tous les degrés en fait. Donc on peut y accéder, comme j'ai dit, hein, il suffit de venir, on s'assoit et quand on s'assoit dans la pièce, on dirait qu'on a toujours été là. En tout cas les gens nous regardent comme si on n'était jamais, comme si on n'était pas parti en fait, comme si on avait déjà été là. Donc c'est accessible et ça apporte des vraies solutions, des vraies compréhensions. Ça permet de passer à l'action quand même rapidement dans sa vie pour modifier les choses qui peuvent nous sembler les plus désagréables. Et quand on voit que ça marche, ben forcément, comment ne pas adhérer à quelque chose qui fonctionne très bien et très vite. Donc je pense qu'il y a de ça, qu'aujourd'hui il y en a quelques personnes qui en ont besoin et quand ils la trouvent, ils sont très contents de la trouver. Et puis les autres, s'ils vivent sans, écoute, moi j'ai envie de te dire, tant mieux, s'ils sont bien sans ça, je sais pas moi qui vais leur dire qu'il faut penser comme moi. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu penses que la Kabbale peut apporter dans une société moderne? Bah, exactement le monde des bisounours dont tu parlais tout à l'heure, là. Ça apporte exactement ça. Parce que la source qui est cachée à l'intérieur de nous, elle est absolument bonne et bienfaisante et elle est permanente. Donc elle génère un monde de paix, un monde d'attention, un monde de dons. Elle génère, bah, comme il disait, le monde des bisounours, tu vois. Donc quelqu'un qui commence à étudier la Kabbale, il va se corriger lui-même avant tout et devenir un partisan idéal, un citoyen idéal de ce monde-là. Moi, je pense comme toi, on est responsable de tout ce qu'on fait, même si on n'est pas forcément conscient. Et comme tu as dit, des fois, tu peux arriver à des situations où quand t'es petit, tu vois, des trucs qui t'arrivent, il y a des choses qui t'arrivent des fois, si tu l'avais su, tu serais pas allé. Donc, on n'est pas conscient de tout ce qui nous arrive, mais on est responsable. Donc, dans la mesure de cette responsabilité, si on veut que le monde change, on doit commencer par soi-même. La Kabbale, c'est une méthode absolument appropriée. Je dis pas qu'on peut pas devenir Dark Vador, hein, parce que forcément, quelqu'un qui connaît comment marche la force, il peut choisir le côté obscur, c'est vrai. Mais généralement, comment dire, c'est quand même un choix assez étrange de détruire tout ce qu'on a construit. Il y a des gens qui le font, hein, parce qu'il y a une forme d'équilibre et puis c'est comme ça. Il y a des fruits qui sont pas mûrs tout de suite, tu vois. Mais la plupart du temps, en grande règle générale, quelqu'un qui touche à la fraternité, il a pas envie d'en partir. Regarde ce qu'il disait notre frère maçon tout à l'heure. Quand tu commences à ressentir ce que c'est la fraternité, c'est une sorte de secret même qui est difficilement transmissible. Et c'est un beau secret. C'est quelque chose qui peut potentiellement changer le monde très très vite. Donc je pense que oui, la Kabbale, elle nous amène ça, elle nous amène la formation du citoyen idéal pour ce nouveau monde parfait, un peu bisounours, mais qui est crédible. Et est-ce que tu penses que les gens aujourd'hui ont perdu le sens de toute cette symbolique de tout ça? Est-ce que tu Ah penses que... ouais, absolument. Le nombre de fois où je dois recadrer des définitions, des explications, une pagaille qui est faite. Aujourd'hui, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Alors déjà, le terme Kabbale, il a été hyper galvaudé. Dans le Moyen-Âge, il y a plein de mouvements magiques qui sont appelés la Kabbale. Il y a des gens qui se sont carrément appelés Salomon pour des livres de magie. Maintenant, il y a des gens qui pensent que les clavicules de Salomon, c'est Salomon qui les a écrites, alors que ça date du Moyen-Âge. Alors, tu vois, il y a un micmac autour de la Kabbale qui est catastrophique. Et c'est aussi pour ça que je prends la parole, j'écris des bouquins et tout, pour qu'au moins, il y ait quelque chose de sérieux dessus, tu vois, que la plupart des bouquins d'aujourd'hui, tu les lis, enfin, à part les textes aux sources, comme tu disais tout à l'heure, le Zohar, le Sefer Yetzirah, et les autres Sefer. Et encore, t'as vu quand Et tu encore, les lire, c'est une chose, mais les comprendre, c'est une autre chose. Si t'es pas kabbaliste, t'as quasiment aucune chance de le comprendre. Vraiment.
c'est sans en rajouter, hein. Lire la Bible sans avoir étudié la Kabbale, ou lire le Sefer Yetzira, ou n'importe quel autre Sefer, lire le Zohar en particulier, lire ça sans être kabbaliste, si tu arrives à te faire croire que tu comprends, tu es en train de te mentir de façon extraordinaire, tu as un talent pour ça. Donc il y a un secret derrière, mais c'est pas un secret par distance, c'est un secret par profondeur. C'est-à-dire que on peut te dire le secret, tu vois, c'est comme te dire ouais, il y a rien hormis Dieu. Tu vois, ça a pas l'air d'être un secret, je te le dis comme ça. Mais le comprendre et l'appliquer, c'est une autre paire de manches, tu vois. Ça demande une perception qui est vraiment travaillée, qui est vraiment évoluée pour pouvoir appliquer un axiome qui paraît aussi simple quand on le dit, tu vois. Donc, excuse-moi, j'ai perdu ta question du début. Non, c'était est-ce que tu penses que les gens ont perdu le sens de toutes ces Ah symboliques oui, oui, voilà, ouais, ouais. Donc, je pense oui qu'ils ont perdu le sens de cette symbolique, qu'aujourd'hui tout est un peu mélangé. Non pas qu'on soit manipulé, hein, mais on est fondamentalement égoïste par nature. C'est notre nature parce que c'est comme ça, on doit survivre, tu vois, c'est notre corps et comme il va mourir un jour, il s'arrange pour survivre. Et cet égoïsme de nature, il porte son attention à des choses qui sont pas bénéfiques pour son développement. Et à force de porter notre attention sur des choses qui sont pas top pour notre développement, eh ben on a perdu le sens de toutes ces choses-là, de toutes ces choses qui sont un peu plus profondes, qui sont un peu plus révélatrices de ce qu'on est au fond de nous-mêmes. Notre recherche du plaisir effréné a fait qu'on manque justement beaucoup cette correction. Et généralement, enfin très souvent, quelqu'un arrive au chemin par souffrance. C'est parce que justement, il a tellement souffert de son égoïsme, parce qu'il a détruit sa vie avec, parce que c'est ce qui arrive en finalité quand on se fait appliquer l'égoïsme autour de soi, c'est l'exploitation et la destruction. Il en arrive à un point où il déprime de lui-même, et là, il va chercher une méthode, et très souvent, il va arriver dans un truc comme la Kabbale ou le soufisme, enfin, tu vois, les mouvements équivalents. Et à ce moment-là, la personne accepte de changer. Avant de souffrir, c'est rare les gens qui vont chercher à changer avant de souffrir. Il y en a qui vont le faire par tradition, parce que leurs parents leur ont montré tout ça, ça existe. Et encore, des fois, c'est les pires. Euh, notre nature nous cache carrément ça. Bah, du coup, je pose la même question au Yo, si tu as retenu les questions, sinon je te les repose. Appliqué à la franc-maçonnerie, du coup, ta question Bien sûr. ta question deviendrait est-ce que je pense que la franc-maçonnerie a encore une forme de modernité, d'utilité à l'heure actuelle, c'est ça? Oui, est-ce que tu penses qu'elle est encore utile aujourd'hui et en quoi elle serait utile, quoi? Eh ben, en fait, tu vois, c'est là où effectivement, je vais franchement rejoindre Sam dans une grosse partie de la réponse, mais déjà, il faut, sur cette question, pardon, je vais faire le maçon, mais pourquoi est-ce qu'on veut le ramener à une logique d'utilité? Pourquoi est-ce qu'on est parti du principe que ce qui avait une valeur, c'était forcément ce qui était utile? Est-ce que c'est si évident que ça? Et en fait, si tu t'arrêtes déjà 2 secondes sur ce truc-là, c'est un rabbit hole, mais en fait, qui est hyper profond, mais qui révèle les prémices et les valeurs implicites qu'on transporte dans la Oui, question. puis il faut savoir pour qui a une valeur, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de valeur pour moi, mais qui sont utiles pour le monde, tu vois. Exactement. C'est-à-dire que la première chose dont on va se rendre compte, c'est que cette notion d'utilité, tu poses la question à 30 personnes différentes, tu vas avoir 30 réponses probablement différentes. Est-ce que est utile quelque chose qui est juste utile pour moi, par exemple, en tant qu'individu? Et est-ce que ce critère est suffisant pour qualifier du coup la démarche, la méthode et tout l'investissement en temps et en effort pour faire ce travail initiatique pour le qualifier d'utile? Ou alors, parce que c'est un reproche classique qui est fait à la franc-maçonnerie, c'est oui, mais alors les gars, vous êtes mignons, mais si vous êtes si bien intentionnés, pourquoi vous n'êtes pas en train de concrètement faire des actions pour aider le monde et voilà. Bah, il se trouve que, alors, particularité française, on l'a fait. En France, la franc-maçonnerie française l'a fait en particulier. Avec la Révolution. Alors, je suis pas hyper à l'aise avec cette
représentation des choses, je pense plus à la Troisième République. Parce que pour moi, en fait, pour moi, le siècle des Lumières a pondu deux sœurs, la franc-maçonnerie et la République française. Mais ça n'est pas la maçonnerie qui a provoqué la Révolution. Ce serait nier les réalités historiques, la composition des loges dès 1750, qui était déjà, où il y avait déjà toute une partie de la noblesse et de gens qui n'étaient pas du tout particulièrement pour les idées révolutionnaires. Donc, mais je suis tranquille à l'idée de dire que, d'une façon générale, les idées du XVIIIe siècle et les idées des Lumières produisent deux sœurs, la franc-maçonnerie et la République française, dans son idéal. Ensuite, et c'est une particularité française, l'acoquinement entre politique et franc-maçonnerie, savoir que c'est à la base absolument interdit. Dans les constitutions d'Andersen, il y a deux sujets. C'est les constitutions universelles, qui sont le texte commun de toute la franc-maçonnerie spéculative moderne. Il y a deux sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder en loge. Les gens peuvent les retrouver d'ailleurs sur Internet. Oui, bien sûr. Ce texte-là est complètement ouvert. Mais donc, c'est la religion et la politique. Et ce qui va se passer, et là, merci Napoléon, il va y avoir un acoquinement forcé. Justement, Napoléon, après la Terreur, et quand il va instaurer l'Empire, ayant vu, il a tué une des deux sœurs, la République française, ça y est, il a restauré l'Empire, mais il reste l'autre sœur, c'est la franc-maçonnerie. Et donc, pour tenir la deuxième sœur en laisse, il va être très malin et il va mettre le prince de Cambacérès, rédacteur du Code civil que nous utilisons encore aujourd'hui, et il va mettre le prince, donc Jean-Jacques Régis de Cambacérès, à la tête du Grand Orient pour justement tenir et avoir le contrôle sur la franc-maçonnerie, de sorte que les idées universalistes de mauvais goût et fraternelles et universelles, pas complètement compatibles avec les valeurs de l'Empire, ne s'éparpillent et ne se diffusent pas trop. Et à partir de là, du coup, ce mariage de la carpe et du lapin va expliquer pourquoi on va, entre guillemets, tolérer en France, et c'est vraiment un peu une exception, le degré auquel, justement, politique et franc-maçonnerie vont interagir pour culminer à la Troisième République. Loi de 1901, liberté d'association, ça a été discuté dans les loges. 1905, séparation de l'Église et de l'État, pareil. Enfin, faut pas se mentir, Troisième République, t'as un tiers de l'Assemblée qui est maçonne. Le truc ensuite va complètement perdre en vitesse, en machin. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'influence, on va dire, maçonnique en politique est tout à fait marginale, pour ne pas dire quasi inexistante. Mais pour autant, il y a toujours cette idée que la maçonnerie doit pouvoir faire quelque chose en dehors simplement du temple. C'est la vision qui est portée par certaines obédiences qui vont être humanistes, mais moins spiritualiste et plutôt matérialiste au sens philosophique. Il n'y a pas le moindre jugement quand je dis matérialiste à ce niveau-là, c'est juste dans le siècle. Donc des obédiences comme le Grand Orient pour des mouvements un peu plus à gauche qui traversent plutôt le Grand Orient. Pour le pendant à droite, ça va être la Grande Loge nationale française. Je sursimplifie évidemment, parce qu'il n'y a pas que ça du tout dans ces obédiences, et surtout, il ne faudrait pas se contenter de caricatures qui seraient aussi blessantes que fausses. Mais pour dire quoi? Pour dire que finalement, est-ce que la maçonnerie doit avoir une influence dans la société? C'est certainement pas moi qui vais me prononcer là-dessus, parce qu'en fait, moi, dans ma tradition en particulier, personne ne vient vous dire ce qu'il faut faire des fruits de votre travail et de votre conscience. Si votre chemin initiatique vous révèle en vous une conscience de citoyen éclairé et motivé, faites de la politique, faites de l'associatif, faites du bénévolat, il n'y a aucun problème. Tout le monde s'en fout. En tout cas, moi, dans la tradition, dans la pratique maçonnique que j'ai, personne ne viendra regarder ça de près ou de loin.
Mais certains se frustrent de se dire, mais si vous êtes si bien intentionné, pourquoi en fait vous essayez pas de rendre utile votre action? Et long story short, je dirais juste, chacun doit choisir, je pense, la voie initiatique qui lui correspond. Si on part sur une voie maçonnique, je ne peux que inviter effectivement des gens qui se posent des questions, qui se disent tiens, je voudrais essayer de comprendre un petit peu les différences entre ces pratiques maçonniques, entre les obédiences, à creuser un petit peu les particularités des unes et des autres. Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui part avec un réel engagement et qui se dit voilà, moi je veux faire quelque chose vraiment en tant que citoyen, ou au contraire quelqu'un qui est plus non, moi je veux quelque chose qui est vraiment du domaine du spirituel et des grandes questions métaphysiques parce que je veux donner du sens à ma vie, je sens que j'ai rendez-vous avec moi-même et voilà, mais c'est quelque chose qui relève de l'intime, aucun problème. Ce qui est important, c'est de savoir où on met les pieds. Voilà, c'est tout. Parce que la franc-maçonnerie, ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. Il n'y a que des francs-maçonneries dans les différentes pratiques qui sont proposées. Et on a de la chance en France, autant dire que l'offre est très large. Voilà, donc pour répondre à ta question, est-ce que c'est utile? Je laisserai le soin à chacun de dire ce qui est utile ou non, et donc en fonction de décider si oui ou non il y a un intérêt ou pas. Et du coup, la deuxième question, est-ce que tu penses que les gens ont perdu le sens du symbolisme, des symboles francs-maçons aujourd'hui ou... Il n'a jamais vraiment existé en dehors de la franc-maçonnerie elle-même, je pense. La preuve en est, tu vois, regarde, on a la chance d'avoir un maçon opératif comme David. Notre discussion de 3 heures nous aura permis de nous rendre compte à quel point en fait nous avions des choses en commun, mais tu vois qu'elles sortent pas beaucoup. Pourquoi? D'une part parce que la méthode symbolique que nous utilisons en maçonnerie, ce langage symbolique, il faut un véritable travail pour pouvoir en faire quelque chose et que ça soit utile. Le temps qu'il faut justement pour faire comprendre comment on manipule des symboles pour à la fois les rendre utiles en tant que vecteur d'information quand on communique des idées un peu subtiles, c'est une chose. L'autre part importante qu'il faut réussir à comprendre rapidement quand on entre en franc-maçonnerie, c'est comment ce symbolisme sert en réalité un grand objectif qui est la révélation de soi à soi-même. Parce que dans l'exercice justement de ce langage symbolique, on va voir que un tel a une interprétation symbolique, mon frère, ma sœur en a une autre. Oui, chaque symbole parle à chacun d'une façon différente. Et voilà. Et la valeur justement de ce travail, quand il est fait en commun, c'est pour ça que c'est tout l'intérêt de la loge et de faire ce travail ensemble plutôt que chacun dans son coin, dans des voies solitaires. C'est pour ça que la loge est le creuset de l'initiatique en maçonnerie. C'est parce que grâce à ça, du coup, tu vas être obligé en miroir de te poser des questions. Tu vas dire, ah mais pourquoi moi j'avais pas vu ça? Pourquoi moi, quand je vois les cœurs et le compas, moi, j'avais pas vu, je sais pas, on peut dire le classique, terrestre, céleste, machin, matière, esprit. Et le fait même, si tu as un bon surveillant qui, du coup, va t'apprendre correctement la méthode, tu vas être à la fois capable donc de t'approprier les symboles pour pouvoir dire quelque chose de cohérent sur la façon dont toi, tu vois les choses, et au passage, te révéler à toi-même dans cet exercice spéculatif, parce que c'est vraiment ça, un spéculatif, c'est speculum, le miroir. Donc, dans ce rapport en miroir avec tes frères et tes sœurs, qui du coup ça va te dire des choses sur toi-même. Pourquoi? Oui, parce que, oui, juste coupe 2 secondes, parce que c'est vrai que moi, je pense que ce travail d'être avec les autres en loge ou d'autres voies, mais de le faire en groupe, c'est que à travers l'autre, tu vois tes défauts. Tes défauts et tes qualités, mais tu les vois qu'à travers l'autre. Parce que si tu te juges toi-même, tu auras forcément un jugement biaisé. Par contre, l'autre va te regarder tu vois. Oui, je crois. D'où la fameuse phrase l'enfer, c'est les autres. Qui alors, oui, c'est pas. C'est à travers l'œil de l'autre. L'enfer, c'est pas exactement ça. Mais je vois où tu veux en venir, mais c'était pas exactement ça qu'il voulait dire quand il disait ça. Mais c'est pas grave. Là, c'est juste là où en tout cas je te rejoins, mais à 100%, c'est sur cette idée. Et la maçonnerie, effectivement, l'a probablement un peu en prémisse, c'est qu'il n'y a pas de connaissance
de soi possible en dehors du rapport à l'autre. Je répète, il n'est pas possible de prétendre se connaître en dehors du rapport à l'autre. Alors, on Ouais. peut en débattre, hein, mais c'est Non, mais c'est sûr que c'est vrai. Enfin, pardon, excuse-moi, je coupe. Mais moi, j'aime bien, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est si aime ton prochain comme toi-même, c'est la loi la plus importante. Il n'y a pas de aime ton prochain sans prochain. Donc, voilà. le prochain est absolument nécessaire pour la voie initiatique. C'est obligatoire. Exactement. Donc, pour répondre à ta question, Sol, les gens n'ont, c'est pas que les gens ont perdu la valeur du langage symbolique, c'est que les gens, la plupart des gens n'ont pas ni l'intérêt, ni la curiosité, ni l'envie en fait de faire l'effort de comprendre à quoi sert ce langage symbolique et la façon dont nous l'utilisons en franc-maçonnerie pour véhiculer nos idées et communiquer, je pense, de façon assez efficace, parce qu'on concentre énormément de signifiants dans un symbole grâce à ce travail commun que nous avons tous fait sur ce corpus commun de symboles. Et de ce fait-là, tu vois, rien que le temps qu'il me faut pour expliquer mais vraiment le 101 du symbolisme, ça demande une concentration. Les gens s'en foutent, quoi. Oui, mais c'est ça que je voulais te dire, c'est que moi, ce que je voulais te dire par là, c'est que je trouve que les symboles sont partout. Il y en a partout. On les retrouve dans notre société, on les retrouve dans les édifices qu'on visite, mais que personne, aujourd'hui, ne prend le temps de se poser de la question pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce que ça représente. Oui. Ou sinon, quand il se pose la question, il se contente de théories fumeuses qu'on peut lui ou du degré zéro de surface du truc. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure et ce qu'on regrettait, je pense, tous ensemble. C'est le fait qu'effectivement, nous sommes dans une société qui nous apprend finalement très peu à réfléchir de façon méta, c'est-à-dire avec un recul sur soi-même et sur la façon dont on construit ses propres pensées. Or, la façon dont on voit le monde, la façon dont on le lit, les schémas avec lesquels on le simplifie pour l'expliquer, tout ça a un impact très concret, non seulement sur soi, mais aussi sur les autres, puisque nous vivons en société, que nous sommes des citoyens et que du coup nous avons un impact les uns sur les autres chaque fois que nous votons. C'est pas comme si on vivait chacun sur une île déserte. Donc en fait, malheureusement, même puis, si ça me fait royalement chier, ce que pense l'autre, c'est mon problème. Et puis, on rejoint un petit peu une doctrine alchimique qui dit que l'expérimentateur a un impact sur l'expérience. C'est-à-dire que nous modifions notre propre monde, en fait, entre guillemets, tu vois. C'est pas un truc magique ou je sais pas quoi, mais c'est ta vision de voir le monde va forcément modifier le monde dans lequel tu vis. Parce que tu vas pas agir pareil avec les gens, parce que selon comment tu vas le voir. Donc forcément, si tu agis différemment avec une personne, tu vas changer tout, de cause à effet, tu vas changer tout ton environnement. Exactement. Voilà. Mais ça nous laisse dans une impasse, parce que, in fine, dire et reconnaître le fait que, du coup, la façon dont les gens pensent m'impacte, c'est pas pour autant qu'un maçon va dire « Ah bah du coup, je vais me débrouiller pour qu'ils pensent comme moi ». Parce que la nature du travail dont on parle, justement, ne relève pas de ce que tu penses. Le travail initiatique que nous faisons nous permet justement de nous distancier de nos pensées et d'être à un niveau au-dessus et de nous interroger sur pourquoi je pense ce que je pense. Et c'est la seule chose qu'on a à proposer. On ne détient pas la vérité, on ne va pas commencer à aller prêcher comme le font les églises avec leur dogme en disant « nous, on a reçu l'épiphanie, le salut, le machin ». Il n'y a pas de promesse de salut, de machin en maçonnerie, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment, c'est un truc, c'est entre toi et toi-même. Et tu te débrouilles, c'est-à-dire qu'on peut te donner, on va te donner des outils, on va t'apprendre à les construire et à les polir. Si tu veux les laisser dans ta caisse à outils, ça reste dans ta caisse à outils. Tu vois, c'est pas le problème de la maçonnerie de si tu les utilises ou pas. Et voilà, donc c'est chacun est du coup complètement, c'est une vision du monde où en fait chacun est complètement responsable de sa part et de la façon dont en fait, qu'il le veuille ou non, son sort est lié à celui de ses congénères. Très emmerdant, mais ouais, on vit pas sur des îles désertes.